Vous avez devant vous une carte de l'Occitanie. Alors là, il y a deux choses à distinguer. L'Occitanie, c'est le pays où l'on parle la langue occitane, ou les divers dialectes de la langue occitane, qui est en jaune, en grand, vous le voyez. Alors cette Occitanie-là, elle n'est pas à confondre avec la région Occitanie actuelle, qui n'existe que depuis 2 ans. L'Occitanie véritable déborde au-delà des frontières de l'État français, en particulier sur l'Italie, vous le voyez à droite, avec les vallées occitanes donc, des Alpes italiennes, et au sud avec le Val d'Aran, qui est occitane aussi, et dont la langue officielle est l'occitan dans son dialecte gascon, ou aranais, comme on dit maintenant. Voilà. Vous avez vu le mur que je vous ai placé sur cette carte, qu'on retrouvera à chaque évolution du territoire. Nous commençons premier chapitre, si je peux dire, sur nos territoires à l'époque de la protohistoire, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des Romains. Voilà quelles étaient les populations qui se trouvaient ici chez nous, enfin, en Occitanie, disons, à l'époque des Romains. En Provence, nous avions les Ligures. Nous avons les Grecs. Alors les Grecs qui sont arrivés ici vers 700 avant Jésus-Christ, qui ont fondé Marseille. Les Grecs, ce n'étaient pas des conquérants militaires, c'était des commerçants surtout. Donc ils cherchaient à s'établir sur des côtes et à établir des ports de commerce pour leurs activités donc, commerciales. Après Marseille, ils ont fondé Emporias. Et vous voyez justement au-dessus une pièce de monnaie qui a été frappé en Emporias. Si vous voyez, si vous connaissez le grec, à droite, vous avez le cheval Pégase, des légendes grecques, et au-dessous la mention en grec Emporion. Emporion, c'est Emporias. Un emporium chez les Grecs, c'était des ports de commerce. Voilà. Et à gauche, vous avez sur le revers de la pièce de monnaie, c'est Athéna. Donc, pièce qui a été frappée à Emporias 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, et en fait, ça s'explique par le fait que les Grecs faisaient du commerce avec notre région, de Toulouse, Villemur, enfin toute la région autour de Toulouse. Ensuite, nous avons les Ibères, un très grand peuple aussi, dont une des capitales importantes était près de Béziers, et l'oppidum d'Anzérune. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut y aller, parce que ça vaut le coup d'être vu. Donc, l'oppidum ibère et ibéro-grec ensuite. Tolosa, alors Tolosa, T-O-L-O-S-E-A, ou Toulouso en occitan, puisque le O se prononce OU, c'est le son OU, la lettre A à la fin de mot, c'est le son O, Toulouse. Et bien cette écriture-là, elle existe depuis les Ibères, puisque c'est une écriture ibère. Donc Toulouse, par les Ibères à l'époque de la protohistoire, c'est donc un toponyme ibère. Nous avons ensuite les Aquitains qui sont les ancêtres des Basques et des Gascons actuels, on y reviendra. Ensuite, vous avez au-dessus les Celtes, un certain nombre de peuplades celtes, qui ont donné leur nom à pas mal de toponymes de chez nous. Par exemple, les Arvernes, ça a donné l'Auvergne, les Mauvis, ça a donné Limoges et le Limousin. Les Cadurques de cette époque-là, dont la capitale était Cahors, les gens de Cahors s'appellent des Cadurciens, descendants des Cadurques. Rhodès, c'est les Ruthénois, leurs ancêtres c'était les Rutènes, d'un peuple important qui arrivait jusqu'à Saint-Sulpice-de-la-Pointe à peu près. Okay. Voilà quelques exemples de peuples qui se trouvaient dans nos régions avant l'arrivée des Romains. Et vous voyez que nous sommes déjà loin des manuels scolaires, de la Gaule, indivisible, éternelle, tout ce qu'on voudra, que nous verrons tout à l'heure. Alors nous sommes là maintenant au 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà que les Romains, eux, ils ne font pas comme les Grecs. Eux, c'était le gros bulldozer militaire qui va s'emparer de nos régions. Et c'est les armées de la République. C'est pas César, hein. César n'était pas encore né à cette époque-là, parce que nous avons été conquis par les Romains. Ça, il faut le savoir aussi. Nous avons ici deux photos de l'oppidum d'Entremont. Un oppidum, c'est une place forte sur une hauteur fortifiée, donc, et les armées de la République romaine vont s'emparer
de toutes nos régions jusqu'à Toulouse, et jusqu'ici, jusqu'à Villemur pratiquement. Et ils vont fonder une première colonie en dehors de l'Italie, c'était la première fois, et qui va aller de Toulouse jusqu'à Genève. C'était énorme, c'est ce qu'on va appeler la Provincia Romana, province romaine, donc en dehors de l'Italie. Il reste beaucoup, vous voyez, de vestiges. Là, si vous allez du côté d'Entremont, c'est Aix-en-Provence, hein, c'est à côté. Donc voilà, ça a donné Aix après. Premier siècle avant Jésus-Christ, voilà que César arrive, et lui, il va compléter la conquête. Vous voyez la Provincia Romana, vous voyez où est Villemur sur une frontière. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on l'a vu ici, même dans plusieurs conférences, même dans des expositions, Villemur a toujours été sur une frontière, et il y est encore aujourd'hui. C'est la frontière de 3 départements, vous voyez. Ça s'explique par l'histoire. Vous voyez, d'abord nous avons la Provincia Romana, donc, qui était romaine quand César est arrivé, il est parti d'ici. La Provincia Romana, Toulouse, c'était une base arrière des armées romaines pour s'emparer du reste des territoires. Et d'abord, il va s'emparer de l'Aquitaine. Il va envoyer, lui, il ne va pas y aller parce qu'il avait très peur des Aquitaines. Les Aquitaines, c'est les Basques de l'époque. Et donc, il envoie son lieutenant Crassus, celui qui ne se l'appelle jamais, comme je disais à mes élèves, pour qu'il retienne le nom. J'ai eu un signal de fois, je ne sais pas si on se rappelle de ça, ça remonte très loin. Et donc, voilà, Crassus qui va vaincre les Aquitains. Une partie des Aquitains va se replier au sud de l'Adour, et en gardant la langue, les coutumes et tout, et c'est les Basques aujourd'hui, qui ont la langue basque, c'est l'héritière de la langue des Aquitains de l'époque de César. Et ceux qui vont rester dans la plaine, qui vont se mélanger ensuite aux Romains, donc dans la langue, ils vont se mélanger au latin, ça va donner le gascon. Ce qui fait la différence dans la langue occitane aujourd'hui, la différence entre le gascon et le languedocien. Le gascon qui est un mélange, en gros, de la langue des Aquitains et du latin. Et le languedocien mélange d'autres langues parlées par d'autres peuples, ibères, grecs, visigoths plus tard et autres. Ensuite, nous avons donc la celtique dont parle César. César dit, donc, au nord de la Garonne et jusqu'à la Seine, se trouvent les Celtes, que l'on appelle Keltoi, Celtes, donc, dans leur langue, mais que nous appelons, nous, dans la nôtre, Gaulois. C'est César et les Romains qui ont inventé ce terme de Gaulois pour désigner les Celtes. Voilà. Ensuite, au nord de Paris, nous avons la Belgique. La France n'existait pas à cette époque-là. La Belgique, elle existait. C'est la Belgique romaine, du moins, qui allait de Paris, de la Seine, en gros, jusqu'à l'embouchure du Rhin, c'est-à-dire la Hollande d'aujourd'hui. Autrement dit, les Parisiens, je ne sais pas s'il y en a ici, ce sont des Belges. Je ne sais pas si ça va leur faire plaisir de dire ça, mais en gros. Du coup, des Belges de l'époque romaine. Voilà. Voilà, donc, et l'Armorique qui a toujours été plus ou moins indépendante. Donc là, vous voyez, les structures de nos régions, et même de tout le reste de l'Europe, à l'époque de César. Et César ajoute dans ses commentaires, c'est très important, tous ces peuples-là, dont il parle, ne parlent pas la même langue et n'ont pas les mêmes coutumes ni les mêmes lois. Il dit ça dans la première page de ses mémoires. Ça, c'est très important. On a souvent fait croire qu'il n'y avait qu'une seule langue, le celte, le gaulois, je sais pas, etc. Vous voyez, chacun, les différents peuples qui étaient chez nous, dont nous sommes les héritiers, ce qui explique d'ailleurs les toponymes, que ce soit sur Villemur ou ailleurs, différents de ceux des voisins, parce que, évidemment, les peuples étaient différents aussi à cette époque-là et parlaient des langues souvent différentes. Alors, nous arrivons à l'Empire romain maintenant, au IVe siècle. Je fais un saut important parce que sinon, on en aurait pour toute la journée ou la nuit. Voilà qu'arrive l'empereur Constantin le Grand qui, lui, va réformer l'Empire romain qui se trouve énorme. Je vous signale que l'Empire romain, ça allait quand même de la mer Noire jusqu'ici à l'océan Atlantique. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas Internet, ni la télévision. Donc, pour gouverner ce vaste empire, c'était quand même difficile. Et donc, Constantin et son prédécesseur aussi vont diviser l'Empire romain en 4 grandes parties, qu'on appelle des préfectures. Et ces préfectures, il va en créer 2 sur le côté orient et 2 à l'ouest, c'est-à-dire la préfecture d'Italie et la préfecture des Gaules. Je dis des Gaules au pluriel, pas de la Gaule. Hein, des Gaules. Alors, ces préfectures, ensuite, étaient divisées, c'est chacune, en diocèses, ce qui n'a rien à voir avec l'Église. L'Église a imité après les structures de l'Empire romain quand elle s'est constituée.
Mais nous avons donc ici, pour ce qui nous concerne, 4 diocèses. Le diocèse de Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre d'aujourd'hui. Le diocèse des Gaules, qui va de l'embouchure du Rhin, de la Hollande jusqu'à la Loire. Le diocèse des 7 provinces qui nous concernent, et vous voyez que c'est en gros la Grande Occitanie. Hein. Et puis au sud des Pyrénées, le diocèse des Espagnes qui va jusqu'au Maroc. Le nord du Maroc faisait partie du diocèse des Espagnes. C'est important de le dire aussi pour la suite. Donc voilà dans les 4 grands diocèses donc, du prétoire dont la capitale était Arles, donc en Occitanie aujourd'hui. La capitale de ce vaste ensemble qui allait du nord de l'Angleterre jusqu'au Maroc. Autrement dit, la Gaule de cette époque-là, ça allait du nord de l'Angleterre jusqu'au Maroc. C'était énorme, vous voyez, c'est déjà, il faut bien avoir ça en tête. Chaque diocèse ensuite était divisé en provinces, hein, comme on dirait aujourd'hui de grandes régions. Hein. Et donc 7 provinces, ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Occitanie, hein, de 3 Aquitaines, Aquitaine première, capitale Bourges. Bon, c'était pas très loin central, hein, leur diocèse, leur province. Hein. Ensuite, seconde Aquitaine, capitale Bordeaux, qui est au sud, voilà. Et la troisième province, troisième Aquitaine plutôt, c'est la Novempopulanie, qui veut dire le pays des 9 peuples. Il s'agit de l'Aquitaine en fait, de l'Aquitaine d'aujourd'hui, l'Aquitaine des Aquitaines de l'époque de César, des Basques en quelque sorte. Novempopulanie, pourquoi? Eh bien parce que cette Aquitaine-là comprenait 9 peuples à la proto-histoire que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, il y avait 2 Narbonnaises, Narbonnaise première, capitale Narbonne, vous voyez là le dessin. Ensuite, Narbonnaise seconde, capitale Aix. Entre les deux, une bande de long du Rhône, capitale Vienne, qu'on appelle donc la Viennoise. Et enfin, la 7e province, qui était les Alpes-Maritimes, vous voyez le même nom que le département d'aujourd'hui, capitale Embrun. Voilà les structures vous voyez déjà l'évolution de nos territoires jusqu'à l'Empire romain. Alors voici une parenthèse sur la Novempopulanie, avec les 9 peuples, bon, on ne va pas tous les lire parce qu'on n'a pas le temps, avec leur capitale. Et ensuite, une stèle qui est très intéressante, la stèle d'Asparren au Pays Basque. Si vous connaissez Asparren, l'église d'Asparren, sur le côté droit d'un mur, il y a scellé cette stèle qu'on a découverte en faisant des fouilles derrière l'hôtel, je crois, de l'église, il y a une trentaine d'années. Et cette stèle rappelle une ambassade envoyée par les Aquitains au Sénat de Rome, rien que ça, pour demander l'indépendance ou tout au moins l'autonomie de l'Aquitaine, déjà à cette époque-là. Et il l'a obtenu. Il s'appelait Verus. Vous le voyez d'ailleurs écrit, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, si on le voit à un moment donné, la 4e ligne, Verus. C'était le nom de cet ambassadeur, de ce notable aquitain qui a été envoyé pour négocier avec Rome l'autonomie de l'Aquitaine. Et c'est pour cela que ça s'est appelé la Novempopulanie. Ils ont obtenu l'autonomie fiscale, militaire et politique. Parce que jusqu'à ce moment-là, ils étaient rattachés aux Celtes du Nord, parce que l'empereur Auguste, lui, qui s'en méfiait, a voulu les diviser, donc les rattacher aux Celtes. Et eux, ils n'ont pas voulu, et ils ont demandé à ce qu'ils aient une circonscription militaire à part, et aussi une circonscription fiscale, dont la capitale était Lectoure, aujourd'hui dans le Gers. Donc voilà, en gros, pour l'Aquitaine. Nous franchissons 2 siècles, nous arrivons au 5e siècle, on voit qu'arrivent les Visigoths, un peuple qui est venu de la Baltique, qui s'est installé ici chez nous, et qui a créé le plus vaste royaume ou empire de cette époque-là, du 5e siècle. C'est l'époque de Clovis. Clovis, lui, était en Belgique, c'était un Belge, enfin germain, en Belgique, au départ. Et donc, les Visigoths vont établir un grand empire, capitale Toulouse, qui va de la Loire jusqu'à Gibraltar. Vous voyez, c'était énorme pour l'époque. Vous voyez l'Europe de l'époque, avec les Ostrogoths d'un côté, sur l'Italie, qui étaient les cousins germains, bien sûr, c'est un jeu de mots des Visigoths, qui étaient aussi des germains. Le royaume de Syagrius, qui comprend le bassin parisien actuel, et les Francs donc, de Clovis, qui sont dans le nord actuel de la France et surtout en Belgique, les Saxons, etc., etc. Voilà. Donc, et l'Empire romain d'Orient, qui se trouve donc à l'est, capitale Constantinople. Voilà l'Empire romain tel qu'il était en 476, c'est-à-dire après la chute du dernier empereur Romulus de Rome. Voici donc le royaume wisigoth à son apogée.
Et l'avant-dernier roi de Toulouse, Henri le Grand, va remplacer les provinces romaines que vous avez vues tout à l'heure par des duchés pour gouverner un peu ce vaste royaume. Vous voyez, Villemur se trouve là pour une fois au centre, il n'est pas sur une frontière, carrément au centre du royaume des Visigoths. Voilà, je passe. Voilà ici une hache d'armes du 6e siècle qu'on a trouvée, enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est dans le Tarn à Villemur, pour les anciens ici qui ont connu M. Roger d'Ascq, qui était dragueur de sable, je précise, dans le Tarn, et qui un jour me dit, je remonte de l'île là en face, plus de ferrailles que de cailloux. Et parmi ces ferrailles, il a dit, monsieur, beaucoup d'armes, parce que là, nous sommes en face du cimetière de Villemur, au Pont Neuf, il y avait un gué. Et sur ce gué qui était sur une frontière depuis la haute histoire, il y a toujours eu des bagarres, bien entendu. Or, Clovis, après sa victoire contre le dernier roi des Visigoths de Toulouse, Alaric II, à Vouillé, est resté un an du côté de Bordeaux, et après il est venu s'emparer de Toulouse, qui avait vidé, qui avait déménagé, le gouvernement était parti sur Carcassonne et Narbonne, et donc Clovis vient, et les armées des Francs sont passées vraisemblablement d'une manière certaine par ici, venant du nord, c'était la route normale, ils ont dû passer ici sur Villemur, et il y a dû y avoir des bagarres bien entendu, comme toujours, et au fond de l'eau, eh bien, on a remonté au moins 2 haches d'armes de cette époque-là, des Mérovingiens, que vous voyez sur cette photo et que vous pouvez voir à la Tour du Boulet, à l'exposition, ils y sont. Voilà, et il y en a d'autres aussi, et je signale que ces 2 armes, ces 2 haches sont très rares aussi. On n'en a retrouvé que 7 en France de ce type-là, dont 2 à Villemur au moins. Voilà. Nous changeons de chapitre et nous passons au début du Moyen-Âge avec les royaumes aquitains du 6e au 9e siècle, dans la première partie de ce Moyen-Âge. Donc après les rois mérovingiens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez sans doute, les successeurs, il y en a toujours 3 ou 4 fils qui vont se trucider entre eux pour rester seuls maîtres de toutes les conquêtes de leur aïeul. Et donc à ce moment-là, bien sûr, les populations ici locales, surtout dans le sud de la Loire, vont en profiter pour s'émanciper les unes après les autres. Voici quelle était l'Europe au 7e siècle, par exemple. Nous avons alors 3 grandes nations, la Neustrie, l'Austrasie et la Burgondie, on dit la Bourgogne. La Neustrie, c'est ce qui est en vert à gauche, capitale c'était Soissons, au départ, après Paris a été plus ou moins, mais c'était Soissons, d'où l'histoire de Soissons d'ailleurs, de Clovis. Ensuite, l'Austrasie, c'est comprend tous les pays de l'Est, de la France actuelle et l'Allemagne en particulier. Donc comme capitale, ils avaient Trèves. Trèves était déjà une capitale de l'Empire romain, secondaire. Voilà, voilà. Et reste ensuite, à l'Occitanie, vous avez en bleu l'Aquitaine, en rose la Provence. Et vous voyez, si vous suivez les frontières, les limites, c'est à peu près les limites de l'Occitanie actuelle, qu'on a vu au départ. Vous voyez, Villemur se trouve dans l'Aquitaine. Alors ces 2 grandes provinces sont partagées entre les rois de Neustrie et d'Austrasie, mais sur le papier, c'est-à-dire fictivement, si vous voulez. Tous ces gens-là, les Aquitains comme les Provençaux, ont continué à se gouverner eux-mêmes, parce qu'imaginez à l'époque, ils étaient très loin les autres. Soissons, Cologne, Trèves, c'était quand même très loin, donc ils n'avaient pas de grande emprise sur nos territoires. Donc les gens habitués déjà à se gouverner déjà à l'époque des Romains, ils ont continué. Hein. Voilà. Nous avons après le rayon Visigoth qui existe toujours, mais qui s'est replié sur Tolède, et qui va à ce moment-là du Rhône, c'est-à-dire de Nîmes en gros, jusqu'à Gibraltar encore. Et dans ce royaume visigoth, il y a une province qui est importante, c'est la Septimanie, capitale Narbonne, que vous voyez un peu en bleu. C'est le Languedoc aujourd'hui, hein, Languedoc-Roussillon d'aujourd'hui, la Septimanie. Et il faut savoir que le Languedoc-Roussillon n'ont jamais été mérovingiens. Ni Clovis, ni ses successeurs n'ont réussi à s'en emparer. Jamais, jamais. C'est toujours resté rattaché au royaume visigoth et ensuite à des puissances autres qui sont venues après, arabes et surtout berbères. 8e siècle, voilà que va se constituer un nouveau royaume d'Aquitaine, avec Eudes le Grand, qui était duc d'Aquitaine et de Vasconie,
ce sera une espèce de royaume. On l'appelait d'ailleurs le duc-roi, ou le roi-duc d'Aquitaine. Vous voyez, Villemur se trouve là aussi au centre de cette Aquitaine-là, qui comprend deux grandes parties, le duché d'Aquitaine qui va jusqu'à la Loire. C'est en fait les futures possessions d'Aliénor, nous allons voir aussi. Et toujours la Neustrie, l'Austrasie, donc au nord et à l'est. Dans ce cadre-là, nous sommes donc au 8e siècle, va avoir lieu une grande bataille en 721 à Toulouse. Cette date-là, je voudrais que, si vous pouvez la retenir, parce que vous connaissez tous 732, Poitiers, victoire contre Charles Martel contre les Arabes. En fait, c'était une escarmouche qui a eu lieu à Poitiers, tout à fait secondaire, comme il y en avait partout à l'époque, aussi bien sur la Méditerranée au-delà des Pyrénées, qui n'est pas très importante. Par contre, 721, ça a été la grande bataille qui a arrêté l'avancée de l'émir Al-Sam qui venait donc d'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, Eudes de Toulouse, du roi Eudes de Toulouse, a fait alliance avec le gouverneur du Languedoc de l'époque, de la Septimanie, qui était l'émir Al-Sam, qui était berbère. Pas confondre berbère et arabe. Les berbères sont les premiers occupants de l'Afrique du Nord. Ils étaient là bien avant les Romains. Et ils ont d'ailleurs, il y a des études qui sont faites en ce moment sur les groupes sanguins et autres, et les aliens surtout, une parenté avec les Basques, avec les Sardes, avec les Corses, tout ça. Vous voyez, ce sont des peuples qui sont venus de l'Est européen à la fin du Paléolithique. Donc, Eudes va faire alliance avec l'émir Al-Sam, et ils vont vaincre l'armée, non pas Al-Sam, je vais être avec Munuza plutôt, ils vont vaincre l'armée musulmane de l'émir Al-Sam, qui sera tué d'ailleurs à cette bataille-là. Et cette bataille est très importante parce qu'elle marque l'arrêt de l'avancée musulmane au nord des Pyrénées. Et nous avons des documents importants là-dessus, puisque la papauté de l'époque a qualifié Eudes de Toulouse de sauveur de la chrétienté. Donc ça c'est important. Alors que nous n'avons rien sur Poitiers. L'émir de Damas, qui était la capitale de l'Empire musulman à l'époque, Damas, déjà à l'époque, va qualifier cette bataille de Toulouse de grand deuil de l'Empire musulman, la date la plus importante de grande défaite de l'Empire musulman. Donc des deux côtés, côté musulman comme côté chrétien, vous voyez, nous avons des documents qui attestent que cette bataille de Toulouse est très importante. Mais pourquoi donc dans nos manuels scolaires on a pris 732 et non pas 721? C'est très facile à comprendre. L'histoire est faite par les vainqueurs. Les vainqueurs, ça a été Paris, que ce soit contre les Visigoths, que ce soit contre les Cathares, que ce soit, etc. Et donc les moines de l'abbaye de la région parisienne, qui ont fabriqué les premiers, qui ont fait l'histoire de France à l'époque, eh bien, on privilégie bien sûr 732, parce qu'il fallait que ce soit des Francs qui aient vaincu les musulmans et non pas les Occitans de Toulouse, bien entendu. Et donc, voilà pourquoi cette histoire-là a été écrite de cette façon-là, en gros. Voilà, et puis nous sommes toujours vaincus. L'Occitanie, ça a toujours été, à l'époque des Visigoths, on était hérétiques, puisqu'ils étaient ariens, les Visigoths, donc chrétiens ariens et donc hérétiques. Ils ont été vaincus par Clovis, par les Francs. Ensuite, au Moyen-Âge, c'était pareil avec les Cathares hérétiques et vaincus par Paris. Et donc, voilà, tout s'explique de cette manière-là. Alors, Eudes va se trouver coincé l'année suivante entre je dis l'enclume et le marteau. Le marteau, c'est Charles Martel. Le martel, en occitan, c'est le marteau. Donc, l'alliance entre Toulouse et les Berbères de Septimanie sera combattue à la fois donc, par les Francs de Charles Martel et par les Arabes de Cordoue. Donc, et les Arabes de Cordoue vont passer les Pyrénées, s'emparer de Bordeaux. Là, Eudes prend peur, et qu'est-ce qu'il fait? Il va demander l'alliance de son ennemi héréditaire qui était Charles Martel. D'où, après, l'histoire de Poitiers et tout ce qui s'est suivi. Charles Martel, à ce moment-là, a fait une grande chevauchée jusqu'en Provence, où il a ravagé le pays. Il y avait des massacres épouvantables, en particulier en Provence. D'ailleurs, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps encore, quand des petits provençaux faisaient des bêtises, leurs parents ou les grands-parents disaient on va appeler Martel. C'est resté dans les mémoires, vous voyez, ça se voit pourquoi, mais c'est resté dans les mémoires, cette histoire-là. Alors, nous passons avec le petit-fils de Charles Martel, qui s'appelait Charles, aussi.
le futur Charlemagne donc. Et le roi franc, donc Charles, va tenter une alliance avec Saragosse. Il va passer les Pyrénées, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, à Damas, il s'était passé une révolution de palais. Les gens qui étaient au pouvoir ont été remplacés par une autre tendance donc, musulmane, enfin arabe, disons plutôt. Et donc, Saragosse va prendre position pour les nouveaux puissants de Damas. Et Charles va en profiter, va dire, bon, puisque c'est ça, on va soutenir Damas, et à ce moment-là, on va faire une alliance aussi avec Saragosse, et comme ça, bon, tout ira très bien. Alors, il passe les Pyrénées, il va à Saragosse, avant que pour Saragosse, ils avaient changé d'opinion, entre-temps. Ils étaient placés sous la domination de l'émir d'Espagne, de l'époque, qui était contre celui de Damas. Et donc, Charles n'a pas pu faire cette alliance-là, il revient en France. Et il repasse les Pyrénées, il revient de Limoges, où il avait laissé sa femme, qui était prête à accoucher de son fils, qui sera Louis, futur roi d'Aquitaine d'ailleurs. Et son armée est restée donc côté sud des Pyrénées, elle franchit les Pyrénées par le... Oui, j'ai oublié de dire, c'est qu'entre-temps, Charlemagne avait, en revenant de Saragosse, il était furieux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare de Pampelune. Et là, il ravage, il détruit la ville, il s'empare du trésor de Pampelune, en fait, de tout ce qu'il a pu piquer par là. Il repasse donc les Pyrénées avec le trésor, enfin, il repasse les Pyrénées plutôt tout seul. Il laisse son armée en arrière, qui, à ce moment-là, a été décimée, comme vous le savez, au col de Roncevaux ou dans des cols à côté, on ne sait pas trop encore. Bon. Et en tout cas, cette armée a été détruite, presque complètement, et le trésor s'est envolé. Et ce sont les Basques, c'est-à-dire les Vascons, les Basques, qui vont récupérer ce fameux trésor, donc pour se venger de la destruction de leur capitale, Pampelune. Voilà, c'est là. Ce n'est pas les Arabes qui ont vécu Charlemagne à Roncevaux, ce sont les Basques qui se sont insurgés et qui se sont vengés de la destruction de Pampelune. Alors là, quand Charles voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va comprendre que les Aquitains, on ne pourrait pas les avoir comme ça. Il va leur donner une espèce de dépendance, au moins d'autonomie dans son futur empire, et ça, il va mettre son fils Louis à la tête de ce nouveau royaume d'Aquitaine, donc Louis, mais Louis était tout jeune, il était né il n'y a pas longtemps, hein, donc qui va gouverner le royaume d'Aquitaine, ça va être deux anciens Visigoths, Guillaume et Wittiza. Guillaume va être le chef militaire de l'Aquitaine, et Wittiza va gouverner l'Aquitaine en tant que politique. Alors ces deux personnages sont importants parce que Wittiza, lui, va à la fin de sa vie devenir moine bénédictin, et c'est lui qui va organiser l'ordre bénédictin et le répandre dans toute l'Europe. C'est pas rien. Et Guillaume, lui, va se convertir, donc il était chrétien à ce moment-là, il va, disons, se faire un moine lui aussi, à la fin de sa vie, et c'est lui qui va fonder l'abbaye de Saint-Guillaume-le-Désert, que vous connaissez peut-être, que vous voyez sur cette photo. Saint-Guillaume-le-Désert, voilà, ce sont deux Visigoths. Alors, Charlemagne, donc, en 800, est couronné par le pape, donc, empereur d'Occident, il devient donc Charlemagne, origine son nouvel empire. En fait, bon, il a vaincu les Lombards, il a massacré les Saxons, il a donné au pape un certain nombre d'États, et c'est pour cela qu'en récompense, le pape le couronne grand empereur. Donc Charlemagne aurait son empire, qui est immense, c'est l'ancien empire romain d'Occident en fait. Hein. Et dans ce domaine-là, vous avez Villemur qui est toujours dans l'Aquitaine, qui est toujours plus ou moins autonome, et c'est même un royaume avec le fils de Charlemagne, Louis. Pour éviter les frictions qu'il y avait sur les Pyrénées entre le royaume des Francs de Charlemagne et l'émirat le califat de Cordoue, eh bien, il va établir un cordon sanitaire, créer des petites principautés tout le long, et en particulier une grande marche, c'est-à-dire un territoire qui va protéger franc entre les Corbières et l'Èbre. Et bien ça, c'est l'origine de la Catalogne. La Catalogne, c'est ça, c'est ce coin-là. Ça a été créé à ce moment-là pour faire tampon avec les incursions futures qu'il pouvait y avoir avec le califat de Cordoue.
Donc Charlemagne, en 806, va, voyant qu'il commence à vieillir, va partager son empire. Et là, c'est un partage, une carte qui est très importante, très intéressante, parce que Charlemagne avait compris que s'il voulait que la concorde règne dans son empire après son départ, eh bien, il fallait le partager en tenant compte des peuples qui y vivaient. Ça, c'était quand même une notion nouvelle à l'époque. Et donc, il va faire trois morceaux, 3 parts, pour ses 3 fils, Pépin, Charles et Louis. Alors, à Charles, il va donner tout le nord de tous les pays qui sont d'origine ou de langue germanique. En particulier, il ne faut pas oublier que Charlemagne est un germain, c'est-à-dire un allemand, en quelque sorte. Clovis aussi, d'ailleurs. Hein. Il parlait leur langue, c'était une langue germanique, donc allemande. Donc, tous ces pays qui sont d'origine et de culture de langue germanique, il va le donner à Charles, un grand empire, un grand royaume, qui va aller de la Seine, de la Loire plutôt, jusqu'au-delà du Rhin, qui comprend une partie de l'Allemagne actuelle. À Pépin, il va donner toutes les provinces qui sont d'origine un peu latine, et donc avec l'Italie bien sûr, et un peu la Suisse, etc. La Roumanie aussi, vous voyez, que la Roumanie, l'origine c'est le latin aussi. Et ensuite, un troisième territoire, que j'appellerais Occitan, mais ce n'était pas encore l'Occitanie, c'était pas encore, je veux dire, l'Occitan était en train de se former à ce moment-là, de se constituer. Un siècle après, il était constitué. Hein. Donc, ces territoires de langage pré-occitan, disons, il va le confier à Louis. Et c'était un partage très, très logique et très intéressant. Mais malheureusement, ça se passe ce qui va se passer plus tard. Il y aura un nouveau partage, celui-ci, stupide, voyez, avec ses petits-fils. Bon, ses fils ont respecté ce partage-là. Mais ces trois de ses petits-fils vont se repartager l'empire d'une manière longitudinale, voyez, du nord au sud, ce qui correspondait à rien du tout pour les peuples qui vivaient dessus. Rien du tout. Et d'un côté, donc, la Neustrie, l'Austrasie en jaune, et entre les deux, un territoire qu'on va appeler la Lotharingie, qui sera donné à Lothaire, donc roi Lothaire. Mais comme toujours, les deux extrêmes vont se liguer pour enfoncer l'autre qui était pris en sandwich, vous voyez. Et donc, voilà, ça va créer pas mal de tensions et une évolution un peu stupide. Alors, en ce qui concerne l'Occitanie, vous voyez la Provence, par exemple. La Provence se trouve dans la Lotharingie. Lorsque ça va se réduire à deux royaumes, eh bien la Provence va se retrouver côté est, c'est-à-dire côté germain. Et c'est pour cela que pendant tout le Moyen-Âge, la Provence faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Et non pas de la France, de Paris. Vous voyez, à cause de ce partage-là. Voilà. Et ce qui fait qu'au Moyen-Âge, on va avoir des seigneurs qui vont dépendre de l'empereur germanique ou de je ne sais plus qui, voyez, et non pas d'autres seigneurs occidentaux. Troisième volet, le temps des autonomies, où on va voir apparaître les duchés, les comtés, les royaumes, donc avec la dislocation de l'empire de Charlemagne. Et voilà, dans ce cadre-là, quels étaient les pouvoirs occitans autour de l'an 1000. Nous avons le duché d'Aquitaine, qui est énorme, le comté de Toulouse, le Béarn et le comté de Foix qui sont indépendants. Et vous voyez à côté, en noir, le domaine du roi de France, tout petit. Les Anglais appelaient ça la Little France, je ne sais pas si je parle bien anglais, la petite France, vous voyez, par rapport à l'Aquitaine qui était énorme, qui va devenir l'Aquitaine des ducs, hein, donc le duché d'Aquitaine avec Guillaume IX, premier troubadour occitan d'ailleurs, et sa petite fille Aliénor. C'est l'époque où va se poser la fameuse question occitane au XIIe siècle. Il faut remarquer que l'Occitanie, que vous voyez là, en noir, se trouve au carrefour entre le nord de l'Europe et le sud et l'Afrique, avec trois grands passages, 3 grands arcs, l'arc atlantique à l'ouest, l'arc Rhône-Rhin, donc suivant les 2 fleuves là, et l'arc méditerranéen. Et donc, c'est ce que dit d'ailleurs Robert Laffont, l'écrivain Robert Laffont, qui dit l'Occitanie est un carrefour dans des chemins européens. De la possession de l'Occitanie dépend pour celui qui saura la conquérir et l'unifier l'hégémonie européenne. C'était un passage obligé de toutes les civilisations. Et donc, voilà, alors ça a été la course, bien sûr, à ce territoire-là, qu'on va voir, non seulement entre les Occitans, mais aussi entre les autres puissances européennes.
Alors, dans les rivalités occitanes, nous avons trois grands pouvoirs, c'est le duché d'Aquitaine, dont j'ai parlé, le comté de Toulouse et le comté de Barcelone, qui est important aussi. Il y a deux pouvoirs extérieurs, le royaume d'Aragon, qui est près, du comté de Barcelone, et le royaume capétien, qui est plus au nord, puisque c'est la région parisienne. En fait, la rivalité entre les Catalans et les Toulousains va se résumer à la Provence. Il va y avoir un partage en 1125 entre les Catalans qui vont, eux, être maîtres du comté de Provence et les Toulousains qui vont bénéficier, qui vont avoir, eux, le marquisat de Provence qui est juste au nord, vous voyez, entouré en rouge. Et c'est pour cela que les comtes de Toulouse se sont toujours appelés comtes de Toulouse et marquis de Provence. Vous voyez, à cause de ce fameux partage. Donc là, une rivalité qui est un peu qui est réglée, là, tout le monde est content. Il ne faut pas oublier que la Catalogne aussi possède Montpellier et d'autres régions comme ça. Il n'y a pas encore de territoire très unifié. Hein. C'est des duchés, des comtés, des petits morceaux de terre attachés à l'un ou attachés à l'autre. Mais ce qu'il y a plus grave, il y a la rivalité entre les Plantagenets et les Capétiens qui va nous valoir 300 ans de guerre d'ailleurs, qui n'ont pas seulement la guerre de 100 ans, ça c'est la dernière, avec pour enjeu l'Aquitaine. Vous voyez donc. Ce qui va se passer, c'est que la petite fille de Guillaume IX, c'est-à-dire Aliénor, va épouser, après avoir divorcé du roi de France, du roi de Paris. Elle était jeune, elle avait 21 années, 21 ans, 22 ans, lui était un peu plus âgé, mais comme elle le disait, il passe plus de temps à la chapelle que dans mon lit. Donc évidemment, ça ne pouvait pas durer, et après divers événements qui mériteraient une conférence entière, mais ce serait trop long. Eh bien, elle va divorcer et elle va se remarier 6 mois après, presque, avec Henri Plantagenet, qui est un Français, j'insiste là-dessus. Nous avons souvent fait croire que les Anglais avaient occupé la France, il faut oublier quand même que les rois d'Angleterre, c'était des Français, c'était des Plantagenets, c'était pas les Anglais. D'ailleurs, j'ai eu la curiosité dernièrement de consulter la liste des officiers soi-disant anglais qui avaient combattu pendant la fameuse guerre de 100 ans, la dernière. Eh bien, il n'y a aucun nom anglais. C'est tous des noms ou français ou occitans. Donc, vous voyez, ils étaient chez eux, en fait. Donc, il se trouve que, après leur mariage, 3 ans après, eh bien, le trône d'Angleterre sera vacant et c'est Henri Plantagenet qui va devenir roi d'Angleterre. Donc, Aliénor va devenir reine d'Angleterre aussi, bien sûr. Donc, ce sont des Français, un Français et un Occitan qui conquièrent l'Angleterre, c'est pas l'inverse, qui deviennent reine d'Angleterre. Et voilà, et seulement le problème, c'est que c'est donc deux familles qui vont se revendiquer des territoires, les Plantagenets, donc de l'Empire angevin, c'était des Angevins, l'Anjou, qui va de l'Angleterre jusqu'aux Pyrénées, et qui est énorme. Et le royaume de France, qui est beaucoup plus petit ici, vous voyez, avec Paris, donc avec les Capétiens. Et il se trouve que les Capétiens, ils viennent d'où? Eh bien, les Capétiens, ils ont fait un coup d'État, avec Hugues Capet, contre les Carolingiens. Et après ce coup d'État, bien sûr, il a fallu arranger les choses. Donc, ils sont arrangés avec le pape, tout ça. Bon. Et puis, les moines de l'abbaye qui ont fait l'histoire dite des Capétiens, ou l'histoire dite de France, eh bien, ils vont à ce moment-là pousser les rois capétiens à se faire sacrer à Reims pour justifier leur coup d'État. En fait, après, ils étaient sacrés avec l'onction du pape, et bien, le coup d'État qu'ils avaient fait était valable. Donc, à partir de ce moment-là, les Capétiens, ils vont toujours revendiquer l'héritage de Charlemagne. Et dans l'héritage de Charlemagne, il y a tout l'ouest de la France actuelle, de l'Europe, en fait, c'est-à-dire l'Empire angevin. Donc, ce sera toujours cette bataille-là entre les deux. Ce n'est pas entre l'Angleterre et la France, c'est entre les deux familles, Plantagenets et Capétiens. Avec pour enjeu principal, en particulier, l'Aquitaine. Donc une partie de l'Occitanie. Alors, on arrive au temps où vont se constituer petit à petit les États, à partir de là. Alors, il y a 3 puissances qui sont en expansion, qui vont devenir des États, c'est l'Angleterre, la France et l'Aragon. Début XIIIe siècle, voilà quelle était la situation. Les Capétiens d'un côté, les Plantagenets, comme on l'a vu tout à l'heure, comté de Toulouse, Villemur se trouve dans le comté de Toulouse, à la limite, hein, le royaume d'Aragon au sud des Pyrénées, qui comprend aussi la Catalogne, etc., avec des rois comme Pierre II d'Aragon, qui a été vaincu à Muret, lors de la guerre contre les Albigeois. Voilà quelle était la situation au début du XIIIe siècle. Mais à la fin du XIIIe siècle, les choses ont évolué, les Capétiens ont gagné du terrain,
Ils ont conquis le comté de Toulouse, comme vous savez. Ensuite, ils se sont emparés d'une partie des territoires des Plantagenets, des Angevins. Et il ne reste plus que le domaine de l'Aquitaine qui appartient toujours au royaume d'Angleterre. Voilà que la situation à la fin du XIIIe siècle, ça a bien évolué. Le royaume d'Aragon qui est toujours intact, qui comprend aussi les îles comme les Baléares, etc., et la Sardaigne et compagnie. Reste au sud des Pyrénées, un vaste État qui va toujours rester indépendant, c'est le Béarn et le comté de Foix, qui vont appartenir à une époque au fameux Gaston Phébus, le roi soleil, avant Louis XIV. Alors, Phébus c'est très intéressant parce que voilà un État pyrénéen qui est toujours resté indépendant, le Comminges en faisait partie, la Bigorre aussi. Dans cette guerre de 100 ans, la guerre de 100 ans, la dernière guerre de 100 ans, il ne va jamais prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour les Plantagenets, ni pour les Capétiens. Parce que lui, il se considérait comme un roi souverain, dépendant de Dieu. Il avait comme suzerain Dieu. Le roi de France aussi, il dépendait de Dieu. Le roi d'Angleterre aussi. Donc, quand le roi de France revendiquait des territoires qui appartenaient aux Plantagenets, en disant il faudrait que les Plantagenets me rendent hommage, le roi d'Angleterre disait mais non, moi je rends hommage à Dieu, pas au roi de France. Gaston Phébus disait pareil, il disait moi je n'ai pas à prendre position pour les uns ou pour les autres, je suis maître chez moi. Et il dit ça de vie, c'était d'ailleurs Tocois et Gausos. C'est-à-dire touche aussi si tu oses, à ma couronne. Et personne n'a osé. Il est toujours resté donc indépendant. D'ailleurs, dans cette guerre de 100 ans, vous avez entendu parler des Armagnacs et des Bourguignons. Mais c'est pareil. Ils prenaient position les uns pour les uns ou pour les autres, suivant leurs propres intérêts. Ce n'était pas des trahisons qu'ils faisaient. Ça faisait partie du jeu politique. Un jour, ça liait aux uns ou aux autres, suivant les intérêts, si, à condition que le territoire puisse rester indépendant. C'était surtout pour ça. Alors, maintenant, voilà, la guerre de 100 ans est terminée. Presque toutes les terres occitanes, à la fin de la guerre de 100 ans, sont entre les mains de la France. Nous avons le Languedoc, enfin le comté de Toulouse, qui a été rattaché, la Provence, l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne. Reste que le comté. On arrive maintenant au temps des absolutismes, c'est au roi absolu, que ce soit anglais, français ou autre, ou espagnol. Et voici les premiers États qui se sont constitués. Le royaume de France, vous voyez, c'est pas l'Hexagone encore, mais bon, c'est une partie quand même. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, le royaume de Castille, c'est-à-dire l'Espagne, l'Empire allemand. La Provence, dans ce cadre-là, se trouve rattachée encore au sein de l'Empire romain germanique, de nouveau. Royaume de Naples, vous voyez, Sardaigne, vous voyez, qui était autonome. Et petit à petit, on va venir vers la constitution des États. Premiers États, première guerre européenne, entre États maintenant. Voici par exemple la bataille de Pavie. C'est l'époque de François Ier. François Ier qui donc a gagné Marignan en 1515, vous le savez. Bon, mais on a envie de dire que quelques temps après, ça a été Pavie. Et là, Pavie, il a tout perdu. Il a même été fait prisonnier de l'empereur d'Allemagne. Et pour être libéré, il a fallu payer une rançon très importante. C'était la mode à l'époque. C'est encore la mode aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, après ça, pour payer cette rançon, le trésor français était vide. Vous voyez, c'est pas nouveau. Il a toujours été vide d'ailleurs, mais pour le remplir, les rois ils avaient une solution très, très radicale. Eh bien, il suffisait d'enfermer, comme faisait Louis XIV, son ministre, celui qui avait prêté de l'argent, en particulier Fouquet, Fouquet, on le fout à la Bastille, et donc comme ça, on n'a plus de dette, c'est simple. Philippe le Bel, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a massacré les Templiers à qui il devait beaucoup d'argent, il n'y a plus de dette. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, ça, bien sûr. Donc, on cherche. Voilà, une solution. Donc, première guerre européenne, Pavie. Qui est-ce qui va payer la rançon? Eh bien, c'est un Toulousain. C'est un Toulousain qui possédait un grand hôtel, l'hôtel de Bernuy, appelé Bernuy, c'était d'origine espagnole, ibère, castillane. Il s'était enrichi par le commerce du pastel, et bien sûr, il avait beaucoup d'argent, et il a prêté cet argent à François Ier pour que le libère. François Ier est venu le remercier et tout, voilà. Et c'est l'hôtel de Bernuy, c'est le lycée rue Gambetta, le lycée de Toulouse, prestigieux. Fermat, voilà, j'ai un trou. Le lycée Fermat. Vous allez voir d'ailleurs, c'est plus loin, une photo de lycée, de cet hôtel de Bernuy qui est magnifique. Mais on ne va pas bien le voir parce que
se trouve dans le lycée, donc il faut pouvoir y rentrer. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Provence? La Provence se trouve entre la France et l'Italie, donc elle est coincée entre les deux, entre François Ier donc, et Charles Quint. Et donc la Provence, en particulier le comté de Nice, est indépendant à cette époque-là. Avec la Savoie, ils font partie du royaume de Sardaigne, c'est un État important en Europe, il ne faut pas oublier, à l'époque. Je parle du comté de Nice parce que c'est partie de l'Occitanie, donc comme on parle de l'évolution. Alors, il y a une histoire qui est savoureuse à ce sujet-là, c'est l'histoire de Catarina Segurana. C'est une jeune fille de Nice qui avait son linge au lavoir avec son battoir, on voit son battoir à la main, oui, c'est cette fameuse statue. Il se trouve que le comté de Nice, donc, faisait partie du royaume de Sardaigne, et le roi de Sardaigne avait fait alliance, par mariage, avec Charles Quint. Donc François Ier, quand il voit ça, il dit, oh, il faut, si je veux récupérer la Provence, il faut détruire ce truc-là, et il faut le mieux, c'est de s'emparer du comté de Nice. Donc, mais pour s'emparer du comté de Nice, il fallait passer par la mer. La mer, il faut donc une marine. Or, sa marine de François Ier était assez faible. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, le roi très chrétien, il s'allie avec les musulmans de Turquie. Donc les Turcs avaient une flotte importante, ils viennent donc en Méditerranée, ils font alliance, et les Turcs vont s'emparer de Nice, par la côte. Donc les premiers qui montent à l'assaut, qui avait pour défendre? Le roi de Sardaigne était à ce moment-là en Italie, il n'a pas eu le temps d'arriver, et donc c'est la milice de Nice qui a essayé de résister, des hommes donc. Et ils ont eu très peur de ces Turcs, ils reculaient. Cette fille qui se trouvait au lavoir à côté, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son battoir, elle monte sur les remparts, et le premier Turc qu'elle voit, un coup sur la tête, elle l'assomme. C'était l'enseigne justement de vaisseau de ces Turcs-là. Alors imaginez ces gens-là, ces Turcs, qui voient qu'une femme osait les assommer. Ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur. Et ils sont repartis. Voilà comment elle a sauvé Nice, dans un premier temps. Bon, ils sont revenus plus tard. Quand ils sont revenus, le roi de Sardaigne aussi était là. Donc ils ont été vaincus. C'était la première fois dans l'histoire qu'une petite milice de rien du tout et une femme en plus ont vaincu deux grandes armées, François Ier et les Turcs. Vous voyez? Oui, si on veut. Et c'est pour cela que chaque année encore aujourd'hui, eh bien, il y a on célèbre Catarina Segurana, donc à Nice, donc devant ce monument qui la représente, vous voyez, avec un battoir à la main. Voilà. Il y a toute une histoire là-dessus aussi. Bon, pour raconter, ce serait très long. Alors, quel est le bilan de toutes ces guerres du XVIe siècle pour la France? Eh bien, il est très maigre parce que François Ier a reperdu tout ce qu'il avait conquis avant, en particulier en Italie. Et ce qui va rester surtout, c'est trois évêchés qui vont tenir un rôle très important dans l'histoire future, jusqu'en 14, c'est Metz, Toul et Verdun. Vous voyez, qui vont consolider la frontière est du futur État français. Donc voilà. Voici l'hôtel de Bernuy donc, à Toulouse, c'est magnifique, hein, c'est l'hôtel de la Renaissance, comme il y en a beaucoup à Toulouse. Hein. Et donc on arrive là au 15e, 16e siècle, c'est l'époque où on va remettre en cause beaucoup de choses, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan moral. La France qui est en déficit doit faire appel aux banquiers étrangers, en particulier italiens. Et d'ailleurs, l'arrivée des Médicis en France qui vont se marier avec le roi de France, c'est pas neutre. Ils avaient beaucoup d'argent, ces gens-là, donc ces mariages étaient très intéressants pour le trésor français. Voilà, ça devait être en Hollande, mais bon, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc à Toulouse, c'est le Pastel qui fait la fortune de la cité, et donc ces hôtels, je vous conseille d'aller voir si vous ne les connaissez pas. Il y a l'Hostal d'Occitanie, certains connaissent peut-être. C'est un des plus anciens hôtels de la Renaissance de Toulouse, dont nous avons bénéficié. La mairie de Toulouse en est propriétaire, mais elle l'a confié aux associations occitanes depuis plusieurs années. C'est un hôtel magnifique. Il y a les plus anciennes fenêtres à meneaux, d'ailleurs, de Toulouse, qui s'y trouvent. Je vous conseille d'aller le voir. Si un jour vous voulez visiter Toulouse, ce que je fais souvent, sur le plan historique, pas en tant que touriste, mais historique, je pars en général de l'Hostal d'Occitanie. Quand je le peux, les gens ne sont pas trop nombreux, je les fais monter à la tour des capitaux qui se trouvent au-dessus. Et de là, on domine Toulouse. Il y a des choses très intéressantes à découvrir aussi. Je vous dis en passant, si ça vous intéresse, par petit groupe, je peux vous faire visiter Toulouse sur ce là à partir de cet hôtel de la Renaissance. Bon, on arrive, nous sommes là en pleine époque donc, des guerres de religion, avec les protestants. Vous voyez un aspect de l'Occitanie à cette époque-là. Il s'agit en bleu, les provinces unies du Midi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la création d'un État
évidemment protestant, donc au sud de la Loire, et voilà, avec le Béarn à côté qui était indépendant aussi. Et c'est un État qui a failli se séparer du reste de la France pour des raisons politiques mais aussi religieuses. Hein, c'est les historiens qui ont appelé c'était un État qui était très démocratique, qui était décentralisé, avec des finances propres. Chaque ville aussi était décentralisée, avait ses finances propres et se gouvernait elle-même, comme Montauban en particulier. Vous voyez, bon, je développerai ça plutôt en septembre. Voilà, ça vaut le coup d'être dit. C'était une république, en fait, une république fédérale, ou fédéraliste, ou fédérative, comme on disait à l'époque. Voici une carte de l'Europe à l'époque des protestants, et vous voyez que le protestantisme en Europe s'est très développé, en particulier chez nous. Vous voyez dans le cercle rouge, tous ces petits points, ce sont des points des endroits où le protestantisme s'est bien développé. Beaucoup plus qu'au nord, vous voyez. Il y en a autour de Paris, vous voyez, mais c'est surtout ici, chez nous, que ce protestantisme s'est bien développé. Et puis aussi en Allemagne, bien entendu, dans tous les pays du nord, mais en France, c'est surtout dans le sud. Autre carte très intéressante, c'est celle-là. La carte de l'État français à l'époque de la monarchie absolue, c'est Louis XIII ou Louis XIV. Vous voyez en blanc la vraie France, celle du Nord, comme disait l'historien Jules Michelet. Et au sud, vous avez, je ne sais pas si c'est lisible, oui, province réputée étrangère, c'est l'Occitanie. Très intéressant. La Bretagne aussi, province réputée étrangère. Vous voyez, c'était tous les pays conquis par Paris à une certaine époque. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça donnait lieu à deux régimes fiscaux différents. Il y avait les 5 grosses fermes, la vraie France, celle du Nord, qui étaient gérées par des gabelous, des gabeleurs, l'impôt de la gabelle en particulier, qui était très important. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien le roi, lui, ne récoltait pas l'impôt lui-même, il le confiait à ce qu'on appelait des fermiers généraux, à des, voilà pourquoi on dit des grandes fermes, et des gens qui achetaient une charge, à eux de récolter l'impôt pour le roi. Le roi disait, il me faut mettons 100 €, bon, vous vous débrouillez pour me récolter 100 €. Mais le fermier général, il a récolté 200 ou 300. Le reste, il mettait à sa poche, évidemment, ils s'enrichissaient comme ça. Vous voyez, c'était énorme, évidemment. Ils ont pressuré les contribuables de l'époque, et ce qui n'était pas très agréable. Par contre, ici, dans les provinces réputées étrangères, comme en Occitanie, c'était les États, en particulier les États du Languedoc, qui récoltaient l'impôt eux-mêmes. C'était les États généraux composés de clergés, noblesse et tiers États qui établissaient l'assiette de l'impôt et qui le récoltaient de manière un peu plus équitable que les 5 grosses fermes. Or, Richelieu, pour ces guerres qu'il faisait un peu partout, en particulier en Espagne, avait besoin d'argent, pour une fois, il n'avait pas de trésor royal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avait décidé de mettre les provinces réputées étrangères au même régime que les autres. Autant vous dire que les gens n'étaient pas tellement d'accord ici. Et donc, ils se sont révoltés. Et ça a été presque 30 ans de guerre qu'on appelait la guerre des croquants. C'est venu de ça. La révolte des croquants, donc, vous voyez une photo du film Les croquants, que vous avez trouvé à la télévision. Donc 25 ans de guérilla. Et bon, là aussi, ça mériterait toute une conférence, ça a duré très longtemps. Et en particulier ici dans la région du Tarn-et-Garonne, Caussade, l'Aveyron, le Lot, tout ça ont été concernés. Et aussi le Limousin, puisque le mot croquant vient, croit-on, de la ville qui s'appelle Croc, ou Saint-Croc, comme ça, en Limousin. Et vous voyez, ça a marqué les esprits, puisque, vous voyez, longtemps après, les maquisards, les résistants de la guerre de 40, dernièrement, bien, en 1961, ils ont tenu à mettre une plaque à Limoges en mémoire de Pierre Gréletti, qui a été le chef des croquants du Limousin, qui n'a jamais été vaincu. Richelieu a envoyé des armées considérables qu'il avait tirées de la guerre d'Espagne et tout pour les combattre, il n'en a jamais pris eux. Jamais. Et Gréletti donc, est rentré à traiter avec le roi. Il a obtenu d'ailleurs d'être gouverneur d'une province d'Italie, qui s'appelle Vercelli. Et il est rentré en vainqueur dans Limoges, drapeau rouge en tête. À l'époque, drapeau rouge en tête. Et donc, les maquisards de guerre de 40 lui ont rendu hommage avec cette plaque où il est écrit dans la mémoire de Gréletti, chef des croquants du Périgord, etc. La résistance, tous combattants de la liberté. Voilà. Même époque, révolte de la Languedoc pour les mêmes raisons d'ailleurs.
Et là, ça va être le duc de Montmorency, qui était le parent du roi et gouverneur du Languedoc, qui va donc animer cette révolte et qui sera battu à Castelnaudary par les armées de Richelieu et de Louis XIII, percé du premier coup de lance, et il sera jugé à Toulouse, condamné à mort et exécuté, vous le voyez, dans la cour du Capitole, sous le regard, sous la statue de son parrain qui était Henri IV. Voilà, donc, évidemment, toutes les portes étaient fermées, la foule criait à mort Louis XVI, à mort Richelieu, évidemment, Montmorency exécuté, et Richelieu et Louis XIII sont repartis par derrière, ils ne sont jamais plus revenus à Toulouse. Après cette affaire-là, c'était en 1632, vous avez une plaque, vous savez sans doute, dans la cour du Capitole, donc vous pouvez voir. Même l'époque suivante, c'est Louis XIV, c'est la fameuse guerre de la Fronde à Paris, où les parlementaires se révoltent contre la régente, donc la mère de Louis XIV. Et à ce moment-là, à la même époque, même révolte, mais à Bordeaux. À Bordeaux, où alors, il y a un moment révolutionnaire très important, démocratique, qu'on va appeler la République de Lormay, où ils vont établir une constitution qui, quand on la lit bien, eh bien c'est l'ancêtre des constitutions de la Révolution française de 1789. Hein, une constitution qui fonde les principes, fondements et gouvernements d'une république, qui va durer un certain temps, très démocratique et tout, mais toujours pareil, bien sûr, elle sera vaincue par les armées du roi, et Bordeaux sera pris, etc., etc. Et à ce moment-là, après la République de Lormay et tout ce qui s'est passé avant, eh bien, les Bourbons vont triompher, et on va avoir donc une monarchie absolue, avec de droit divin, bien entendu, et comme d'autres puissances d'ailleurs. Et à ce moment-là, Louis XIV, la France va s'emparer des régions comme la Catalogne et le Pays Basque qui seront coupés en deux par une frontière. En 1759, c'est la première fois que les Pyrénées deviennent une frontière. Elles n'avaient jamais été jusqu'à maintenant. Les Pyrénées ont toujours été un passage entre les peuples qui passaient d'un côté du versant à l'autre sans problème. D'ailleurs, on appelle les Pyrénées, les cols pyrénéens, un col c'est de passage en français. En occitan, on les appelle des ports, P-O-R-T. Port, c'est-à-dire c'est un passage. Ça vient d'ailleurs, ce sont les Arabes d'Espagne à l'époque qui avaient ce nommé, je ne sais plus comment on dit, El Portat, non comme ça, pour les Pyrénées, et on est le mot port en occitan. Donc c'était un passage donc, facile entre les versants des Pyrénées. Ce n'était pas une frontière. Donc. Voilà. En France, ce qui va se passer à cette époque-là, mais ce sera, deuxième chose qui marque l'absolutisme des Bourbons, la révocation de l'Édit de Nantes en 1685, qui était suivie de la guerre des Camisards, donc là-bas, dans les Cévennes. Et ensuite, troisième chose importante, c'est la conquête de Barcelone et de la Catalogne par les Bourbons. C'est là que la Catalogne, qui était une indépendante, jusqu'à ce moment-là, une république indépendante, va devenir donc rattachée à l'Espagne de Madrid et va perdre, où on va imposer le Castilla à la place du catalan en Catalogne. Voilà quels étaient donc, le Languedoc et le Roussillon avant 1689, l'évolution du territoire par rapport au début. On arrive au temps des Jacobins de la Révolution. Là, la Révolution arrive. Alors il faut savoir certaines choses sur la Révolution, c'est que c'est la Révolution qui a continué l'œuvre centralisatrice de la monarchie, absolue, en particulier avec la Marseillaise, un occitan de Fréjus, qui lui va traverser tous les régimes de la Révolution et de l'Empire, jusqu'à Louis-Philippe, donc, et qui va être comme dirais-je, c'est lui qui va en fait créer la France centralisée, une et indivisible, avec les couteaux des conséquences qu'on a connues par la suite. Première chose qu'il va faire, c'est de créer des départements français. Alors il a imaginé avec son copain député Touret de découper la France, non pas comme on le connaît aujourd'hui, avec les départements d'aujourd'hui, mais en carré. Vous voyez, en Amérique, on a fait comme ça, on a fait des trucs très géométriques, que fera après la Jules Ferry en Afrique avec les colonies, hein, donc géométriques. Mais lui, en carré, vous voyez, les grands carrés, c'est blanc, vert et blanc, c'est les départements,
Et dans chaque carré vert ou blanc, il y a des petits carrés, qu'on ne voit pas bien là, qui sont des communes. Les communes carrées, vous voyez, des limites difficiles à trouver. Et donc, un découpage qui a failli passer. Heureusement que notre Occitan a réfléchi un peu plus, il s'appelait Mirabeau. Et Mirabeau s'est opposé à ce découpage en montant à la tribune, mais ça a été de justesse. Et donc, à ce moment-là, il a fait appel à un de ses copains, notre constitutionnel, qui a découpé la France dans les départements que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez la France donc, telle qu'elle est. Vous me direz, ça ne résout pas tous les problèmes, puisque ces départements aussi ne reflètent pas ni les cultures, ni les langues, ni la situation sociale, ni rien du tout. Bon, c'était artificiel, c'était pour découper, voilà. Et là-dedans, vous voyez un petit rond rouge, c'est le département du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas été créé à ce moment-là, qui a été créé que par Napoléon plus tard, parce que les gens de Montauban ont respecté, étant donné qu'il n'était plus chef-lieu de quelque chose. Et donc, on a créé ce département du Tarn-et-Garonne en 1804, avec Napoléon, en prenant un peu de la Haute-Garonne, en particulier le canton de Grenade d'ailleurs, avec Castel-Sarrazin, qui était en Haute-Garonne à l'époque, qui est devenu Tarn-et-Garonne, une grande partie du Lot, de l'Aveyron, etc. Voilà. Donc la République est proclamée en 1992, elle est une et indivisible, ce qui va nous causer beaucoup d'ennuis, et là j'insiste là-dessus, la guerre d'Algérie ne se serait pas déroulée comme elle s'est déroulée malheureusement après, si la République avait été fédérale. À partir du moment où la Troisième République a découpé l'Algérie en départements français, la France étant une et indivisible, il était impossible à quelques gouvernements, que ce soit dans la Quatrième République, même la Troisième, même plus tard, de donner un statut particulier à l'Algérie. C'était des départements français. Donc même Mendès France en 1954, il l'a dit, il l'a écrit, où on l'a traité de traître parce qu'il proposait un statut particulier pour l'Algérie, ça le juif et compagnie, à l'Assemblée, il y avait ça. Il y allait à l'époque, en 1954. Et donc, à cause de cette phrase-là, la République est une et indivisible. Vous voyez, ça c'est très important de le savoir. Parce que là, il y aurait eu un statut particulier à partir de 1945, c'était faisable, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause de ça. Et aujourd'hui encore, la République est une et indivisible. C'est très difficile de se décentraliser en France. D'où la création des préfets, d'ailleurs, les préfets créés par Napoléon, qui sont des gouverneurs en fait, non élus, et qui sont les continuateurs des gouverneurs de l'époque de la monarchie. C'est les mêmes, c'est pareil. Caroline Légat, elle a aucun pouvoir, si on réfléchit bien, la présidente de la région. Elle ne peut rien faire si le préfet s'oppose. Encore aujourd'hui. Et il n'est pas élu. Ça, c'est un problème important. Je ne sais pas comment ça va évoluer plus tard, mais bon, il y a c'est une chose que je voulais souligner en passant. Alors, sous la Révolution toujours, là, donc, le problème va se poser justement entre le choix de cette République. Est-ce qu'on veut une République centralisée comme le veulent les montagnards, par exemple, les Robespierre, ou une République fédérative comme le veulent d'autres députés, en particulier des gens ce qu'on appelait les Girondins, par exemple. Et à ce moment-là, intervient Olympe de Gouges, qui est une montalbanaise, que vous connaissez sans doute, on a fait une conférence ici là-dessus. Olympe de Gouges, qui elle, penchait pour une république fédérative, comme on disait, ou fédérale. Alors comme ça allait très mal, elle ne trouve rien de mieux que de dire ouais, on va faire un référendum, où tout le monde pourra voter, homme comme femme. Ces femmes à l'époque, on ne fallait pas trop en parler, surtout avec les montagnards qui étaient très Robespierre en particulier. Et donc elle propose le fameux référendum des 3 urnes, c'est-à-dire soit une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre, qui est une démocratie déjà, soit une république centralisée comme le veulent les montagnards, soit une république fédérative. Mais ce qu'elle ne savait pas, au manque de peau pour elle, c'est qu'une loi était passée quelques mois avant, que toute personne qui proposerait un régime autre qu'une république centralisée serait passible de mort. Donc là, elle n'a pas fait long feu, c'est ça au mois de juillet 1793. Elle était partie se réfugier à Tours pour éviter des problèmes. Elle est revenue quand même, c'est que la personne s'empêchait de parler, elle revient à Paris, elle se fait arrêter sur le pont Saint-Michel parce qu'elle était en train de mettre des affiches, bien sûr, comme toujours. Et là, elle s'est fait arrêter, emprisonnée, et puis elle est exécutée au mois d'octobre. Donc, on la voit monter sur l'échafaud, là, en invectivant Robespierre, en montant sur l'échafaud, d'ailleurs, il a pu s'en empêcher. Et oui, il est monté aussi, mais quelques mois après, d'ailleurs, c'est la même machine. Bon, justement, après ce coup d'état des montagnards en juin 1993,
eh bien, il y a 60 départements sur 83 qui vont se révolter contre la Convention, ce qui est énorme. C'est énorme. Et en particulier en Occitanie, vous voyez, l'Occitanie de l'époque, tous les départements anglais qui ont constitué une république fédérative, avec Nîmes pour capitale, et avec une armée qui allait marcher sur Paris pour justement renverser le régime des montagnards. Et donc, Bordeaux, Marseille, Nîmes étaient ralliés, surtout Marseille, à cette république fédérative, avec des pouvoirs décentralisés, et restait Toulouse. Or, il se trouve que Toulouse eh bien, a hésité entre Girondins et montagnards, et finalement, les centralistes l'ont emporté à Toulouse, ils ont refusé de suivre Bordeaux, Nîmes et les autres. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est tombé à l'eau, évidemment, et que les Paris a repris le pouvoir sur l'Occitanie de l'époque, et en particulier sur Marseille. Il va être condamné, la ville sera condamnée à ne plus avoir de nom. Ville sans nom, c'est dans le texte. Ville sans nom, à cause de ça. Ça met un certain temps, bien sûr. Et donc, voilà, donc Toulouse a fait capoter cette république qui aurait été fédérale ou fédérative, un peu comme en Allemagne aujourd'hui, voilà. Dans ce cadre-là, il faut savoir que les montagnards ont détruit les archives qui étaient au donjon du Capitole, qui c'était inestimable, c'était toutes les archives des capitouls. Chaque année, les capitouls qui étaient élus chaque année, jusqu'à la Révolution, jusqu'en 91 ou 92, eh bien, il y avait la liste des gens qui étaient élus, ce qui s'était passé dans l'année, et tout. C'était, pour l'histoire, c'était phénoménal. Bon, ça a été détruit parce qu'il fallait que rien ne reste de l'ancien régime, ce qui était un peu stupide, en particulier pour ça, pour les capitouls. Quelques personnes en ont sauvé quelques exemplaires qui se trouvent aux archives municipales. L'ancien directeur des archives a fait un bouquin avec ça là-dessus. Heureusement que pour une fois, Richelieu a rendu service à Toulouse. Il avait fait recopier les dossiers des capitouls, là, ces registres des capitouls, jusqu'à son époque, jusqu'à Louis XIII, quoi, en quelque sorte, jusqu'à Louis XIV, pratiquement. Donc nous les avons, cela. Nous avons une copie intégrale. Alors, bon, là, je pense que je vais passer vite, parce que sinon, coup d'état du 18 primaire et de Napoléon. Là, j'ai mis une carte qui montre la révolte. Je me suis régalé quand on a fait le second tome de l'histoire de Villemur. J'ai fait la partie de la Révolution, un peu qui va jusqu'à 14, là, avec les registres des déserteurs à Villemur. Et les registres aussi, et les documents des rapports de police de Villemur au préfet sur les gens qui désertaient, ou sur ce qui se passait à Villemur. Si vous avez acheté le livre, le second tome, je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas, vous verrez tout ça. C'est très intéressant. Et eh bien, les gens qui partaient à la guerre, à la Révolution, quand ils sont partis en 92, partis en danger, comme on l'a dit, bon, ils sont partis, comme on dirait, à faire au fusil. Hein. Bon, mais quand ils ont été sur place, ils ont vu ce qu'on leur faisait faire, que ce n'était pas du tout tellement pour libérer des peuples comme faisait ça, mais c'était la bourgeoisie parisienne qui avait pris le pouvoir et qui allait s'emparer de d'autres pays pour leur commerce, en fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a un conventionnel qui a eu cette phrase que Napoléon a mis en pratique après. L'espace qui sépare Paris de Moscou sera bientôt francisé, jacobinisé, municipalisé. C'est toute la politique de Napoléon et de la France après, à partir de ce moment-là, jusqu'à Moscou. Bon, lui, il s'est cassé le sur la Bérésina, mais bon, il a mis ça en pratique, vous voyez. C'était pour ça, cette guerre de la Révolution. Je prends comme exemple la Savoie. La Savoie qui a été envahie, et j'ai retrouvé un document dans les libérations de Villemur où on fait l'entrée des troupes françaises en Savoie, pour libérer la Savoie. Bon, c'est pas tout à fait ça, parce que la Savoie a été libérée depuis longtemps. Bien avant la Révolution française, ils avaient le cadastre, ils avaient réparti les impôts autrement, ils avaient supprimé le régime féodal et tout ça, bien avant 50 ans, 60 ans avant la France. Donc c'est pas pour libérer la Savoie qu'on s'est emparé de la Savoie, c'était pour s'emparer des richesses de la Savoie, et on a massacré 20% de la population à ce moment-là. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc vous voyez, il y a des choses à revoir, à dire. Alors, les gens, quand ils ont vu ça, quand ils revenaient en permission, ils ne repartaient pas. Ils se cachaient dans les forêts de Villemur, qui étaient immenses. Quand la police de Toulouse venait pour les chercher, bon, ben, ils ne les trouvaient pas, bien sûr. S'ils en trouvaient un, ça s'appelait Blancal. Et lui, il n'était pas camouflé, il était chez ses parents en train de souper un soir, quand les gendarmes sont venus le chercher. Il avait pas le temps de partir à la forêt. Donc, mais ils n'en ont pas pris beaucoup. Et ceux qui devaient partir, en général, souvent ne partaient pas, donc ils désertaient. Donc,
déserteurs. Et vous voyez, cette carte montre bien, sur toute l'Occitanie, le pourcentage de déserteurs, ceux qui en sont. Voilà. C'est énorme. Vous voyez. Et ça a donné lieu même à un chant que chante encore certains chanteurs. Même Jacques Brel, d'ailleurs, en français, il a chanté. C'est les déserteurs de 1814, sous Napoléon, qui refusait de partir en Russie, se faire battre pour l'empereur et son fils, comme on dit dans la chanson. Hein, la chanson de Languedocienne. Bon, Nouvelle République en 1848. Alors là, bon, vous avez vu, tout va très bien. Nouvelles élections en avril. 1848, c'est une certaine bourgeoisie parisienne qui prend le pouvoir, contrairement à ceux qui avaient fait la révolution en 48, et qui va massacrer 3000 ouvriers à Paris en juin 48 et 15 000 déportés aux colonistes, c'est-à-dire principalement en Algérie à ce moment-là. Donc les Pieds Noirs d'Algérie sont des descendants, beaucoup sont des descendants de ces gens qui ont été déportés en Algérie pour cette raison-là. D'ailleurs, ça a donné lieu à une phrase assez célèbre de Georges Sand. Georges Sand qui dit, elle assistait à tous ces massacres-là, elle dit « J'ai honte d'être française, je ne comprends pas une république qui commence par massacrer ses prolétaires. » Voilà, c'est que Georges Sand à cette époque-là. Alors, dans ce cadre-là, 1848, élection présidentielle, c'est Napoléon Bonaparte qui est élu, vous le savez. Législative qui ont suivi 6 mois après, en 1849. Voici le vote de la France en général. Et vous voyez l'Occitanie, avec la ligne noire là, tout le sud qui a voté majoritairement républicain, sauf la Haute-Garonne, dont Villemur d'ailleurs qui a voté monarchiste, à ce moment-là. Et aussi, je crois que c'est le Tarn-et-Garonne, le côté. Voilà, et puis quelques-unes à l'ouest. Il y a les Landes qui n'avaient pas de candidat. Ceux qui se sont marqués avec le point noir n'avaient pas de candidat. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je n'ai pas cherché pourquoi. Coup d'État de Napoléon en 1851. Là, ça va donner lieu à des massacres à Montmartre. Vous y assistez. Mais à part ça, Paris ne s'est pas tellement soulevé contre ce coup d'État. Ils sont restés bon, quoi. Par contre, l'Occitanie s'est soulevé. Alors là, en particulier en Provence, vous voyez encadré en rouge tous les départements qui se sont soulevés contre ce coup d'État de Napoléon III. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez surtout en Provence, entouré en jaune. Et le mot d'ordre d'ailleurs c'était Plantaret la Farigoule, la montagne flourira. C'était le mot d'ordre de soulèvement en Provence. Ça veut dire nous planterons le thym, et quand nous planterons le thym, la montagne flourira. Et donc c'était le soulèvement donc, de ces gens-là en Provence contre Napoléon III, le futur Napoléon III, disons. Mais bon, ils ont été vaincus aussi longtemps après, ça a duré des mois. Et vous voyez là aussi donc, un problème qui s'est passé ici. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, je signale qu'il y a un Villemurien qui a participé au soulèvement de la Provence. C'était Boscus, non? Non, oui. Non, il ne s'appelait pas Boscus, non. Non, c'est un domaine. C'est voilà, qui a participé à ce soulèvement de la Provence, qui a été arrêté par les gendarmes. Alors c'est assez marrant parce que dans le procès verbal, il est dit qu'il était arrêté parce que il avait agressé les gendarmes en leur disant massacrez-les tous. Ça rappelait un peu la phrase de la guerre contre les Albigeois. Donc il s'est fait arrêter pour ça. Il a été emprisonné, condamné à l'exil en Algérie. Au début de la Troisième République, il est revenu, il a été gracié et on lui a même attribué une pension jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, on a vu le Murier. Il s'est détaillé dans le livre d'ailleurs de second tome de Villemur. Alors, sous Napoléon III, bon, on poursuit les annexions. En ce qui concerne l'Occitanie, c'est le comté de Nice qui revient à l'honneur, qu'il avait été annexé à la Révolution, mais relibéré, redevenu rattaché à la Sardaigne après, mais qui a été de nouveau récupéré par Napoléon III. Vous connaissez, il y a eu un référendum, paraît-il, un référendum plébiscite. Je rappelle que dans ce référendum, eh bien, il n'y avait pas de bulletin non, il n'y avait que des bulletins oui. Donc 99% et quelques de bulletins oui, c'est comme en Union soviétique. Donc voilà, c'était facile. D'ailleurs, nous avons des textes du gouverneur qui était nommé avant l'indépendance, avec le rattachement d'ailleurs, le gouverneur français, qui dit « J'ai envoyé tous les bulletins non à la diable », c'est-à-dire à la poubelle. Voilà, un exemple. La guerre de 70, vous connaissez aussi, voilà, on passe le temps des communes, révolution communale qui a commencé à Marseille. Là aussi, par les Marseillais qui ont constitué, avec toute la province, une ligue, on a appelé la Ligue du Midi,
avec une espèce de république en fait fédérative là aussi, comme sous la Révolution, comme à l'époque des protestants et allemands. Toulouse va faire la même chose quelques temps après, quelques semaines après, avec la Ligue du Sud-Ouest, qui fait que pratiquement toute l'Occitanie bascule dans une situation révolutionnaire. Et à Paris, il ne se passe rien. C'est assez curieux. Nous sommes là quand même en septembre déjà, avec Marseille a proclamé la première commune en fin août 1870. Paris, la commune, c'est venu au mois de mars 71. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir, à mon avis. Parce qu'ils ont trop attendu, quoi. Entre-temps, bien sûr, le gouvernement s'est installé à Versailles, il a eu le temps de se constituer une armée avec la neutralité des Prussiens et pour s'emparer de Paris et avec tout ce que vous avez vu, vous savez ce qui s'est passé après. Donc voilà, Narbonne, Narbonne avec Émile Dijon qui devient le leader de cette révolution côté toulousain. Voilà. La commune est écrasée, après, bien sûr, M. Thiers, qui était le président de la République, entre guillemets, parce que ce n'était pas une République encore, va écraser Marseille et va pouvoir après se retourner contre Paris à ce moment-là. Voilà. Alors la première commune est née à Marseille, en août 70, vous voyez, et c'est dans l'Ariège qu'a vécu la plus longue, ce qu'on ne sait pas. C'est le 7 septembre 1970 qu'elle a été créée, et elle a duré jusqu'au 4 juin 1971, donc bien longtemps après la chute de Paris. C'était la commune de Varilhes, en Ariège, près de Foix, avec le député républicain Frézoul. Ils se sont rendus célèbres, pourquoi? Bien parce qu'ils ont saboté toutes les lignes de chemin de fer qui remontaient vers le nord, c'est-à-dire vers Versailles, pour amener des vivres, du matériel et des soldats pour les Versaillais contre Paris. Donc voilà, c'est à savoir ça aussi. Et on arrive au dernier chapitre, la Troisième République, qui s'est instaurée à partir de Jules Grévy, 1870-79. Parce que jusque-là, c'était une république, on avait voté le septennat en attendant un roi. Parce que l'Assemblée était monarchiste, elle voulait un roi. Comme il y avait deux prétendants qui n'étaient pas d'accord entre eux, il y avait le comte de Chambord, futur Henri V, donc Henri V, et le descendant de Louis-Philippe, et les deux dynasties n'étaient pas d'accord. Donc on avait institué une Mme Mahon qui était monarchiste, pour 7 ans, on a dit en attendant, ils se mettront d'accord, on mettra un roi. Quand le roi, Henri V, était d'accord, il était réfugié en Allemagne, il était d'accord, on commande le carrosse pour le couronnement, la date est fixée, tout et tout. Et au dernier moment, le comte de Chambord a dit non, je refuse, je ne veux pas revenir en France, bon, ça ne m'intéresse pas, je suis bien dans ma retraite en Allemagne. Et donc il n'y a pas eu de roi en France jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la République qui s'était instaurée à ce moment-là, la Troisième République, sans constitution jusqu'en 1940. Hein. C'était des actes constitutionnels qui étaient faits à la demande quand c'était nécessaire. Vous voyez, ça a duré quand même 70 ans. Et premier président, Jules Grévy. C'est à ce moment-là qu'on a créé un hymne national qui s'appelle aujourd'hui la Marseillaise, qui était le chant de guerre de l'armée du règne de la Révolution, avec cette fameuse phrase un peu sanguinaire, comme ça inclut entre émotion. Et c'est une idéologie, cette phrase, qu'on retrouve dans tous les écrits du 19e siècle. En particulier chez Jules Michelet, qui est le grand chantre de l'histoire dite de France. Quand il parle des Occitans, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, non, je ne l'ai pas mis, Jules Michelet, qui parle de la conquête de comté de Toulouse par Paris au moment de la croisade contre les Albigeois, il a cette appréciation de chez nous, de nous autres, en disant les mangeurs d'ail, d'huile et de figues, ça c'est nous, je vous tout ça vraiment, rappelez aux croisés du Nord l'impureté du sang mauresque et juif des gens du Midi. C'est dans l'histoire de France de Jules Michelet. Cette idéologie-là, Jules, il y avait ça dans les années 1830, vous voyez. Mais ce sang impur, là, on le retrouve un peu partout dans cette idéologie, donc dans l'hymne de la France aujourd'hui. Ça vient du 19e siècle, cette histoire-là. Ces paroles-là. Alors, ce que je n'arrive pas moi, très bien à comprendre, c'est pourquoi la Troisième République avec Jules Grévy, Jules Ferry, la République des Jules, comme disait mon professeur d'histoire de Montauban, pour ça j'ai repris cette phrase. Ça s'appelait tous Jules, c'était un prénom à la mode. Pourquoi ils n'ont pas pris d'autres paroles? Il n'en manquait pas, des paroles en particulier de la commune de l'époque, qui était sociale. Ensuite, la commune une Marseillaise, une femme de Marseille qui a écrit des paroles à cette époque-là, pour la Marseillaise, très intéressante aussi, qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs. Mais non, on a choisi celle-là parce que c'était l'époque quand même c'était dans l'esprit, et puis c'était l'époque des conquêtes coloniales, il faut oublier. Alors Clémenceau, il y a eu deux nationalismes qui vont se côtoyer et se développer jusqu'à la guerre de 14. C'est celui de Clémenceau qui lui pense à la revanche par rapport à l'Allemagne, pour
propos de l'Alsace et de la Moselle. Il dit, mon patriotisme est en France tourné vers la ligne bleue des Vosges. C'est celui qui a préparé tout ça. Hein. Et deuxième nationalisme, c'est celui de Jules Ferry et Conquête coloniale, où il dit la France peut être portée partout, sa langue, ses mœurs, son drapeau, etc. Donc c'est voilà, deux nationalismes qui se tapaient dessus d'ailleurs entre eux. Clémenceau et Jules Ferry ne se pas beaucoup. L'un était radical, l'autre était opportuniste, comme on disait à l'époque. C'était un parti, l'opportunisme. Donc c'est à ce moment qu'on crée l'école, la fameuse école de Jules Ferry, donc où il faut nationaliser, forger le patriotisme, etc. C'est là où on fait, comment dirais-je, qu'on fait évoluer les enfants à la récréation ou à la gymnastique avec un fusil en bois sur les épaules. Mon arrière-grand-père à Bondigous, qui était pas instituteur, mais qui venait aider les instituteurs pour ça. Il était ancien, il a fait sa service militaire, et il était très sportif, donc il faisait marcher au pas, cadencer les élèves dans la cour de l'école de Bondigous, avec le fusil sur l'épaule, c'était pour préparer les futurs soldats pour la revanche, etc. Vous voyez, c'est toute cette idéologie là qui va se développer jusqu'à la guerre de 14. Et dans ce domaine-là, on va interdire le bilinguisme, puisque la France étant une et indivisible, il faut que la langue des citoyens soit aussi une et indivisible. Donc le français, autre chose. Et donc là, on va taper sur toutes les langues de France, que ce soit le breton, l'occitan, le basque ou le reste. Il y a tout un tas de textes là-dessus. Un seul qui s'est opposé, c'est Jaurès. Jaurès qui a écrit des pages admirables dans la dépêche sur l'intérêt du bilinguisme pour tout citoyen, que ce soit occitan français ou breton français ou autre, puisqu'on sait que tous les linguistes, tous les pédagogues savent que c'est en maternelle que se forge un peu le cerveau de l'enfant. Et là-dessus, à partir du moment où le cerveau est habitué à naviguer sur deux systèmes linguistiques différents, il est capable après d'apprendre d'autres langues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les écoles, les calendrettes occitanes, si vous voulez, on commence par immerger les gens dans l'occitan pur, après on passe au français, bien sûr, et puis à partir de là, d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol et autres. Et Jean Nouret, je le disais, à partir du moment où les gens parleraient l'occitan et le français, ils disaient la langue deuxième, c'est pareil, et le français, ils auraient bientôt en main la clé qui leur permettrait d'apprendre très facilement toutes les langues romanes, est-ce qu'il les énumérait, l'espagnol, le portugais, le catalan, l'italien, le roumain aussi, qui était une langue romane. Bon, l'histoire qui a été inventée à ce moment-là, c'est l'histoire de Jules Mucheray, le Samoresque et juif, je vous disais tout à l'heure. Lavis, qui a été le continuateur, qui a été ministre et qui a fait toutes les grandes circulaires sur l'histoire dite de France. Et en particulier dans le petit Lavis que vous avez connu à l'école, on l'a vu jusqu'aux années 60. Et voilà comment on présentait la France à cette époque-là, en 1870 quand même. Vous voyez, l'hexagone français, qui est déjà dessiné, en noir, avec le mot Gaule en gros, la France de l'un côté, la France de l'autre, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est ce qui est assuré là. Ce qui est assuré en blanc, ce sont les provinces qu'il faut conquérir pour reformer la Gaule de Jules César. Alors vous avez dans la Belgique par exemple, il faut s'en emparer. C'était le but de la guerre de 70 pour Napoléon III. Il avait négocié avant avec le roi de Prusse et la République de Hollande, qui tous deux avaient refusé, bien sûr, d'entrer dans son jeu. Il s'est dit, bon, comme je suis le plus fort, je vais engager une guerre contre la Prusse, je vais la gagner, donc je prendrai tout ce que je voudrais. Un coup de poing, il a perdu. Bon. Et il a perdu dans l'Alsace, après la Moselle. Mais vous voyez, déjà, dans l'idéologie de 1870, de l'école 1880 et quelques, de cette époque-là, c'est ce qui est assuré là. Donc il faut s'emparer pour reconstituer la Gaule, donc la Gaule France. C'est dans tous les manuels scolaires du petit Lavis. Ça c'est important. Donc je saute les étapes, je regarde 14 qui a été l'aboutissement bien sûr des conflits entre les États, l'Angleterre et autres. Et on arrive à la guerre de 40, les nazis gagnent un peu l'armistice de juin 40, la France est coupée en deux, et voici, on retrouve l'Occitanie ici en zone libre, sauf la côte atlantique qui est rattachée, bien sûr, à cause de la côte. Les Allemands voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas de possibilité de débarquement. Et dans la zone libre, avec capitale Vichy, vous connaissez, voilà, jusqu'au 11 novembre 1942. Les Allemands sont arrivés ici, je crois, en novembre 1942, à Toulouse aussi, bien sûr. Voilà, pour des raisons que vous connaissez certainement aussi.
Alors, maintenant, quel aménagement du territoire? C'est-à-dire que, après la guerre de 40-45, eh bien, on a compris quand même que gouverner depuis Paris, ce n'était pas toujours évident. Donc, on va créer en 1955, on va créer des régions de programme, et sans donner de nom, vous voyez. On crée des régions. Vous avez la nôtre, par exemple, vous avez en vert, là, ce qui allait devenir Midi-Pyrénées, mais vous avez le Pays Basque qui est rattaché, vous avez Pyrénées Atlantiques qui sont rattachées, vous voyez. Ainsi d'ailleurs que les Pyrénées orientales, qui font partie de cette région de programme, en 1955. Mais, quelques temps après, c'est un programme économique, bien entendu, quelques temps après, eh bien, on va créer des régions de programmes qui vont devenir des circonscriptions d'action régionale. On change le nom, ça revient au même. Et à ce moment-là, on va mettre des noms. On va mettre des noms et on va détacher les Pyrénées occidentales, c'est-à-dire, qui vont devenir, qui vont être rattachées à l'Aquitaine, les Pyrénées orientales qui vont être à la Catalogne, vont être rattachées au Languedoc-Roussillon. Au Roussillon, on va rattacher, voilà. Comment se sont formées les régions que nous avons connues jusqu'à il y a 2 ans. Donc en 1960. Mais ce qu'on va faire, et on ne peut pas s'empêcher de faire ça en France, c'est de mettre un super préfet à la tête de chaque région, comme on l'a fait pour les départements, un préfet pour diriger depuis Paris toutes ces régions. Alors, vous voyez comment on décentralise en France, on crée quelqu'un depuis Paris qui ne connaît pas grand-chose, certainement, il n'est pas élu d'abord. C'est qui se passe dans le local, mais il est là pour superviser. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes. Bon, si j'avais le temps, je vais raconter une anecdote par rapport aux Corses, qui se présente d'or, entre la Corse et la Sardaigne, par exemple, rapport au préfet. Bon. Mais voilà, alors, on arrive aux années 60, 61, où on va assister à un réveil occitan très important, grâce à 2 affaires, par exemple, l'affaire de Scarbonier de la Salle, c'est-à-dire les mineurs de Villefranche de Rouergue, de tout ce coin-là, où on va fermer il y aura des grandes grèves et tout ça, et où les gens vont comprendre qu'ils appartiennent à une région et que s'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien, la région disparaît, etc. Et puis en 67, alors, va émerger, donc tout ça, ça va faire travailler les gens. C'est le fameux slogan « Vivre et travailler à Paris », c'est « Vivre et travailler au pays », donc 61. Et en 67, il existait encore le PSU, Parti Socialiste Unifié, qui était issu de pas mal de courants de gauche et autres, et en particulier avec Mendès France, qui était maire de Grenoble à ce moment-là. Il va réunir un congrès à Grenoble, une grande assemblée, et il va demander à Michel Rocard d'établir un dossier sur comment décoloniser la province. C'est très important ceci, c'est en 1967. Ça a été repris dernièrement par, si j'oublie le nom, philosophe là, il y a un an. Donc voilà, décoloniser la province. Mais bon, ça a été rédigé, c'est un dossier très intéressant, hein, pour pouvoir décentraliser. Et arrive mai 68, bien sûr, tout ça, ça s'arrête. C'est l'époque où, bien sûr, la chanson occidentale va éclore avec Claude Marty et beaucoup d'autres, et où va éclore aussi le théâtre révolutionnaire, le théâtre de la Rampe du côté de Montpellier, qui existe toujours d'ailleurs sous un autre nom, aujourd'hui. Voilà. Il y a ensuite une deuxième affaire importante, c'est l'affaire du Larzac. Larzac en 73, avec, vous connaissez l'affaire du Larzac, je ne vais pas. Et toujours pareil, c'est le slogan « Voulez vivre ou travailler à Paris », nous voulons vivre travailler à Paris, on ne veut pas s'exiler, on est ici chez nous, on veut travailler ici, il ne veut pas voilà, être colonisé ou autre. Et troisième affaire, c'est une fermeture d'une mine dans le Gard, je crois, dans le Gard, voilà, où les ouvriers vont s'emparer à ce moment-là, après l'IP, l'IP avait fait ça d'ailleurs à Besançon, va s'emparer des mines. Non seulement ça, mais ils vont ouvrir une nouvelle mine eux-mêmes, chez eux, pour pouvoir continuer à travailler. Voyez, et c'est là que va se rajouter un troisième verbe, après vivre et travailler, décider le pays. Après vivre et travailler, on va décider le pays, à vous-même, prendre en main nos propres affaires. Ça, c'est très important aussi. Donc, c'est la popularisation de l'idée d'autonomie qui entre dans les têtes à ce moment-là. Donc, voilà.